Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Emmanuelle Huchon, chef de délégation de la Croix-Rouge française en Britannie. D'accord. Et quel est votre parcours professionnel? Donc moi je suis géographe à la base, donc j'ai un DEA en géographie tropicale spécialisé sur le monde rural, plutôt sur des questions de sécurité alimentaire, et ensuite un DESS. Donc maintenant c'est des Master 2, plus spécialisés sur les aspects sociologie du développement. Voilà, et donc qui me préparait plutôt à un métier dans le domaine du développement, alors que j'ai plutôt commencé au niveau professionnel dans l'humanitaire d'urgence finalement. D'accord. Et en quoi consiste votre fonction de chef de délégation à la Croix-Rouge? Alors je suis responsable des équipes, responsable de la bonne réalisation et de la bonne mise en œuvre des projets, responsable du bon engagement financier des dépenses, responsable de la sécurité et responsable aussi de la recherche de fonds et de tous les aspects reporting et relations avec les autorités et les bailleurs de fonds et les partenaires. Et est-ce que vous êtes amené à négocier dans le cadre de vos fonctions? Oui, je suis amenée à négocier régulièrement, voilà, sur beaucoup d'aspects qui touchent au projet, qui touchent à notre positionnement stratégique, à notre partenariat, à la recherche de fonds. Voilà. D'accord. Donc vous êtes amené à négocier avec plusieurs types d'interlocuteurs, Oui. donc les bailleurs de fonds. Voilà, avec les bailleurs de fonds, avec la Société nationale ici, le Croissant Rouge mauritanien, dont on est partenaire, avec les autorités locales et avec aussi d'autres partenaires présents dans le pays. D'accord. Donc pour se concentrer un peu plus spécifiquement sur les pratiques de la négociation, quels sont les enjeux et les objectifs des négociations auxquelles vous êtes amené à participer? Alors ça peut être des enjeux financiers, notamment lorsqu'il s'agit des bailleurs de fonds, des enjeux aussi par rapport à la méthode d'intervention qu'on souhaite appliquer sur les projets. C'est parfois aussi source de négociation. Avec la Société nationale, on va être sur des négociations vraiment plutôt de validation justement de nos choix stratégiques, des négociations aussi pour définir quelles vont être les responsabilités de chacune de nos entités sur la mise en œuvre du projet. Négociation aussi sur le partenariat, ce que nous on peut faire dans le partenariat en termes de renforcement de capacité et ce qu'on ne peut pas faire. Avec les autorités nationales, ça va être pareil, plutôt de la négociation, mais plutôt pour nous appuyer sur un certain nombre de plaidoyers ou de points vraiment qui doivent être portés à leur niveau, donc pour les inciter à jouer leur rôle. Et puis sur d'autres partenaires, c'est plutôt de la négociation pour avoir leur appui sur des dossiers communs, d'être plutôt à plusieurs à porter un discours plutôt que d'y aller seul et de ne pas avoir tellement de poids. D'accord. Et donc ces négociations, comment sont-elles préparées selon le type d'interlocuteur? Je suppose que ça dépend. Oui, alors elles peuvent être préparées en équipe pour tout ce qui va être lié aux bailleurs de fonds. Ça va être des préparations avec l'équipe en interne pour savoir justement préparer les principaux éléments du plaidoyer, essayer d'identifier à l'avance les résultats qu'on cherche à atteindre. Et puis voilà, essayer, ça peut être sur une enveloppe financière, ça peut être effectivement sur une activité plutôt qu'une autre. Donc ça c'est plutôt avec l'équipe en interne ici, bon parfois même avec Paris, pour être sûr d'avoir une vision, de porter un seul et même discours. La Société nationale, je suis pareil, c'est plutôt avec l'équipe ici, je vais plutôt choisir des personnes qui ont justement cette sensibilité par rapport au mouvement pour discuter vraiment avec eux et définir justement une ligne de conduite à tenir et un objectif à atteindre. Voilà. Après, sur les autorités, les partenaires, ça va être plutôt avec les coordinateurs techniques ou les personnes sur la mission, les chefs de projet, pour définir pareil, qu'est-ce qu'on en attend. Et donc, après, moi, je m'adapte et en cours de rencontre avec les interlocuteurs,
j'essaie de placer les bons arguments. D'accord. Donc comment elles se déroulent ces négociations en général? Elles se déroulent dans des cadres formels. En Mauritanie, il y a beaucoup de choses qui se négocient dans des cadres informels. Mais ça, c'est le mode de fonctionnement des Mauritaniens entre eux. Moi, j'ai la volonté de ne pas m'inscrire dans ces relations-là. D'abord parce que je suis une femme et que la plupart de mes interlocuteurs dans les négociations sont des hommes et que toutes les négociations qui sont plutôt le soir, autour d'un repas, ça ne se fait pas entre hommes et femmes. Donc en même temps, ça m'arrange parce que c'est des systèmes de négociation dans lesquels je suis moins à l'aise, tout ce qui est plutôt informel. Donc voilà, ça se fait dans un cadre très formel, après une prise de rendez-vous, autour d'une table bien souvent, avec les gens qui normalement de par leur fonction sont à juste titre présents lors de la négociation. Ça se fait plutôt dans un cadre cordial. Les Mauritaniens sont plutôt polis pour tout ce qui est négociation avec les Mauritaniens. Voilà, donc il y a une entrée en matière qui ne va pas être la même avec les Mauritaniens qu'avec des bailleurs de fonds avec lesquels on va rentrer beaucoup plus directement dans le sujet et avec lesquels probablement on a eu un début de négociation par mail avant. Alors qu'avec les Mauritaniens, tout se fait au moment de la discussion. D'accord. On négocie rien avant à l'écrit, il n'y aura aucun engagement qui sera donné avant à l'écrit, tout va se passer au moment du rendez-vous. Alors qu'avec des partenaires plutôt internationaux ou des bailleurs de fonds qui ne sont pas toujours présents sur place, on commence à l'écrit et puis ensuite, quand on a un minimum de cadre, on se retrouve et on rentre plus dans le détail des choses. D'accord. Donc il est vraiment nécessaire de s'adapter à chaque interlocuteur et la technique. Oui, on se rend compte que, alors c'est vrai qu'au début c'est pas forcément conscient, mais au fur et à mesure où on rencontre les gens, on se rend compte qu'on n'appréhende pas les négociations de la même façon selon les interlocuteurs. D'accord. Et donc, pour revenir à la négociation en elle-même, parfois, je suppose qu'il y a des blocages qui empêchent la prise de décision. Dans ces cas, comment est-ce qu'on fait pour reprendre les discussions? Alors pareil, ça dépend de l'interlocuteur. Avec des partenaires, j'allais dire plus internationaux, si on a des blocages, on va souvent être sur des blocages qui sont clairement identifiés, qui sont soit des blocages administratifs, donc qui vont demander finalement, là on va avoir recours au siège pour aider à lever un blocage, clarifier une procédure, compléter un document de référence, voilà. Avec les bailleurs de fonds, ça va être pareil, on est d'accord pour financer, mais il va falloir qu'on fournisse des éléments techniques complémentaires pour prouver la validité de l'approche ou de la stratégie qu'on se propose de mettre en place. Donc ça, j'allais dire, les blocages sont très rapidement identifiés. De façon générale, on est quand même sur des négociations on ne part pas de zéro, donc on est suffisamment avancé, on a un objectif commun en termes de résultats à atteindre, donc les blocages sont vraiment faciles à identifier et assez clairs dans la façon de les lever. Par rapport aux interlocuteurs nationaux, on a une approche un peu différente parce que le blocage ne se nomme pas. Donc là où il y a un blocage, d'abord, ce ne sera pas dit clairement. On va se rendre compte a posteriori qu'il y a un blocage parce qu'il y a réellement un certain nombre de questions qui n'auront pas trop de réponse. Et on a beau multiplier les rencontres, ces questions-là ne trouveront pas de réponse. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a un blocage et il faut réussir à analyser d'où il vient. Et donc bien souvent, ça demande en fait de faire appel à un réseau un peu plus large de personnes souvent qui ont souvent d'autres personnes mauritaniennes qui connaissent l'interlocuteur et qui en fait avec une approche différente vont pouvoir moi me fournir des éléments d'analyse que je n'avais pas forcément à mon niveau et qui vont m'aider à analyser la source du blocage. Mais les Mauritaniens, que ce soit au niveau de la société nationale, des autorités, ce ne sera pas dit clairement parce qu'on s'approche quelque part d'un manque de politesse. Dans la relation en fait, entre un Mauritanien et un étranger, il y a une tradition d'accueil, de faciliter la vie au niveau local, donc on ne s'oppose pas, on ne peut pas ouvertement dire qu'il y a un blocage ou qu'on est bloquant nous-mêmes. Et donc on rentre dans des systèmes de négociation qui souvent vont passer aussi par un tiers, qui va lui à son niveau pouvoir dire des choses que moi en tant qu'étrangère je ne peux pas dire. Et préparer le terrain pour ensuite revenir et présenter comme une évidence les choses qui ont évolué et repartir sur des bases
justement de discussions et de négociations qui ne sont plus tout à fait les mêmes. D'accord. Et est-ce qu'il arrive parfois que même avec l'intervention d'un tiers, les négociations n'aboutissent pas? Oui. Oui, et auquel cas, il est clair que le sujet ne peut plus être mis sur la table. Si on y tient vraiment, il faut laisser passer du temps et malgré tout, il va falloir qu'un certain nombre d'éléments évoluent pour revenir dessus, mais il y a une capacité de blocage et d'inertie qui est assez impressionnante. Et c'est au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'il y a des dossiers qui doivent être, alors je ne dirais pas abandonnés, mais abandonnés du moins temporairement, faute de consensus, et il faut effectivement qu'on ait soit l'interlocuteur qui change, donc que le niveau de responsabilité évolue, et donc on n'a plus affaire à la même personne, soit qu'il y a un élément dans le contexte qui est changé et qui permette en fait à la même personne de tenir une position qui finalement n'est plus la même, mais que ce ne soit pas une perte de crédibilité à son niveau et qu'il puisse expliquer ce changement de positionnement par un changement dans son contexte qui a quelque part indirectement amené un déblocage de la situation. D'accord. Donc selon vous, en fait, la personne qu'on a en face de nous lors d'une négociation, c'est vraiment crucial. Ça peut influencer le résultat de la négociation. Oui, parce qu'en plus, après, en dehors de toute spécificité, là, dans mon cas, entre Mauritaniens et Mauritaniens, il y a une vraie question de personnalité. On peut se retrouver face à, deux Français qui vont avoir aussi, eux, des modes de négociation très différents, entre une personne qui arrive, qui est très directive et qui va vouloir que ça aille dans son sens, et on se rend compte que si on n'est pas tout à fait dans son sens à lui, il ne va pas falloir l'attaquer de plein front, sinon de façon personnelle, la personne va être bloquante, elle va devenir bloquante. Alors que voilà, après il y a d'autres personnes qui sont plus ouvertes, avec lesquelles on a un niveau peut-être d'échange ou de franchise qui est plus, qui va plus me correspondre, et il y a non pas une complicité, mais une facilité relationnelle qui va s'établir. Et là, il n'y a pas que la question de la culture qui rentre en ligne de compte, c'est vraiment une question de personnalité. D'accord. Et donc, plus généralement, quelles sont les difficultés rencontrées dans le rôle de négociateur ? C'est vraiment... D'abord, c'est qu'on n'est pas... La capacité et la compétence de négociation, elle n'est pas stable. Ce n'est pas une science exacte. Il faut déjà être prêt pour cette négociation. Il y a des jours où je sais que je vais pouvoir, ça m'angoisse moins de négocier, puis il y a des jours, si je sais que je suis fatiguée, que je suis surchargée, ça peut être une source d'angoisse parce que je sais que je vais avoir moins de patience, je sais que parfois, il suffit que pendant 2-3 fois, l'interlocuteur que je vais rencontrer, les fois précédentes, il n'était pas forcément agréable, il m'a montré justement un caractère un peu bloquant ou autre, et effectivement, il y a une appréhension à arriver dans la négociation. Et même en préparant son dossier, il y a des gens qui sont particulièrement déstabilisants. Donc on a beau bien préparer les choses, c'est pas évident. C'est usant, la négociation c'est usant. Moi, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas la partie de mon métier que je préfère. Donc quand on négocie, j'allais dire, pour obtenir un financement à visée humanitaire, la motivation, j'ai aucun problème à la trouver. Après, c'est vrai que quand je dois aller négocier avec la Société nationale pour faire diminuer un budget d'une visite de mission du président ou d'un de ses acolytes, et que je trouve que le budget est totalement honteux, j'ai pas la même patience, c'est vraiment le même discours qui va être plutôt facile en termes de plaidoyer. J'ai moins d'éléments, j'ai l'impression d'avoir moins d'éléments en main pour arriver à cette négociation, et c'est vrai que les enjeux m'intéressent moins. Donc c'est ça, le contenu, le résultat que moi je souhaite sur chacune des négociations va effectivement m'aider ou pas à aborder cette action. Sachant qu'à la base, j'ai pas été formée, et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris sur le tas. Ma première négociation, j'étais officielle, j'étais morte de trouille. J'allais chercher un financement auprès d'un bailleur, c'est la première fois que j'étais chef de mission, et voilà, j'allais demander de l'argent à quelqu'un, j'étais extrêmement gênée de ça.
Parce que pour moi, aller demander de l'argent, ça se fait pas. Donc j'étais gênée. Alors finalement, l'affaire, elle était dans la poche avant même d'aller le voir. Je veux dire, c'était éco, c'était une suite de projets, mais c'était angoissant. Donc pour faciliter une négociation, il faut vraiment au départ être convaincu par les éléments qu'on va défendre. Moi, dans mon mode de fonctionnement, oui. J'ai eu à rencontrer des personnes qui sont par essence des bons négociateurs, mais ils vendraient n'importe quoi et ils arriveraient à faire gober n'importe quoi parce que ce sont vraiment des orateurs nés. Ce sont des gens qui finalement arrivent vraiment à travailler, j'allais dire, de façon, sans que ce soit négatif, de façon vraiment machiavélique. C'est-à-dire que je sais ce que je veux atteindre et de toute façon, je trouverai le moyen d'y arriver. Voilà. Et quelque part, la finalité, c'est la réussite de la négociation. C'est pas finalement ce que ça permet de faire. Pour moi, la négociation, c'est la première étape pour la mise en œuvre d'autre chose derrière. Il y a des gens qui ont réellement la capacité de se focaliser uniquement sur le seul résultat, c'est la réussite de la négociation. Et voilà, ça c'est vraiment une compétence à part. Mais voilà, donc moi, dans mon mode de fonctionnement, c'est plutôt comme ça que ça marche. Donc pour vous, une négociation satisfaisante, c'est pas forcément une négociation à laquelle on aboutit pendant laquelle on réussit à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés. Ça implique autre chose. Exactement, et d'autant que moi, au moment de la négociation, j'aime aussi être dans un système vraiment d'échange et de discussion, c'est-à-dire qu'en cours de négociation, moi je peux arriver finalement à modifier un peu mon positionnement parce que mon analyse va aussi changer par rapport à mon interlocuteur, qui potentiellement est un très bon négociateur et donc a aussi préparé sa négociation en faisant sortir à un temps T un élément qui, moi, va m'amener justement à changer de position. Donc c'est aussi un jeu de négociateurs entre eux. Et voilà, donc moi, ce qui est satisfaisant, c'est d'arriver à l'issue de la négociation plutôt avec pas toujours une situation de consensus, parce que je pense que le consensus n'est pas en tant que tel un objectif à avoir constamment. Mais moi, sur le résultat, il y a un résultat et des sous-résultats. Voilà, si tous les sous-résultats ne sont pas atteints, qu'ils ont été un petit peu modifiés, c'est pas grave. Du moment que le résultat général il est atteint, pour moi c'est bon. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, une question un peu plus technique au niveau des négociations. Comment se passe le reporting à l'issue des négociations? Est-ce que dans les comptes rendus, on dévoile tous les éléments qui ont été abordés? Alors moi, dans mon cas, non. Parce que les personnes à qui je dois faire remonter ces négociations, ou du moins leurs résultats, c'est plutôt orienté vers le siège. Le siège à Paris, on est dans une situation de délégation de pouvoir. Ils me font confiance, donc ce qui importe, c'est le résultat. Voilà, peu importe les éléments que j'ai mis en avant, à partir du moment où le résultat aboutit. À partir du moment aussi où les résultats que j'ai mis en avant ne font pas changer le contenu du projet tel qu'il était prévu et validé par le siège, n'impliquent pas une stratégie nouvelle, du moins, enfin voilà, n'impliquent pas des éléments qui n'étaient pas prévus en amont. Voilà, mais non, je vais pas, j'ai pas d'obligation déjà de compte rendu des négociations. Il n'y a pas forcément de support imposé en termes de compte rendu. Et puis ensuite, non, j'allais dire, aujourd'hui ça m'est pas demandé. C'est vraiment le résultat qui compte. Et ça m'arrange parce que je suis pas, c'est pas une compétence non plus très développée, le compte rendu de discussion. Et puis bon, la négociation, c'est très difficile de mener une négociation et de prendre des notes. La prise de notes, j'allais dire, très souvent, ça va plutôt être pour avoir une contenance ou pour aller faire un check des informations qu'on avait prévu d'aborder et on va vérifier qu'au fur et à mesure, on a mis l'ensemble des éléments sur la table. Mais voilà, la négociation, c'est un peu du tac au tac. Donc c'est un peu compliqué après d'être capable de donner un compte-rendu exhaustif des échanges qui ont eu lieu. D'accord. Et donc, quelles sont selon vous les qualités essentielles pour être un bon négociateur? Alors je pense que c'est très lié au contexte. Voilà, par expérience, moi j'entends parler de négociateurs dans des domaines qui ne sont pas les miens, dans des domaines qui vont être beaucoup plus industriels, où on va parler vraiment de nouvelles technologies, de choses comme ça, où là je pense qu'il faut... on a des gens qui ont vraiment un profil beaucoup plus commercial, qui vont être
dans une situation... Enfin, après, il y a des parallèles, il y a probablement un certain nombre d'outils qu'on va utiliser plus dans certaines situations que d'autres. Je pense que la stratégie du harcèlement peut fonctionner dans certaines situations en disant la personne elle-même n'est pas convaincue, donc si je finis par l'épuiser, à la longue, elle me dira oui. Et il y a des gens avec lesquels ça marche. Il y a des gens avec lesquels il faut vraiment apporter des éléments techniques inattaquables. À partir du moment où le technique est inattaquable, la négociation va être réussie. Il y a d'autres personnes où on va plutôt être finalement sur des personnes qui ont envie qu'on les reconnaisse dans leur fonction. Donc à partir du moment où dans le résultat à atteindre, on valorise la personne, on lui donne un rôle, et parfois même c'est quelque chose qui va apparaître en cours de négociation, on lui donne une place où on se propose de faire état de tout l'appui que cette personne aura pu nous apporter. Ça ne nous coûte pas plus cher et lui, d'un point de vue carriériste, ça va pouvoir l'aider. Et parfois c'est ça qui débloque. Donc on peut être soit sur des personnes qui sont vraiment des professionnels de leur métier et qui entendent s'adresser à des professionnels, on peut être sur des personnes qui finalement sont moins impliquées, qui ont juste envie que ce dossier-là y passe et finalement ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, ils veulent juste que ça passe, au bout d'un moment ils sont fatigués, ils vont dire oui à l'usure. Et puis on en a d'autres qui ont besoin qu'on aille un peu leur cirer les pompes et les valoriser. Et c'est bien souvent les négociations les plus faciles. Une fois qu'on a compris le caractère de la personne, c'est assez facile à préparer et c'est des négociations qui durent assez peu de temps. D'accord. Et donc j'ai bien compris que les négociations, c'était pas la partie préférée de votre travail, mais est-ce qu'il y a quand même des éléments qui vous plaisent dans le fait de mener des négociations? Oui, je pense que d'abord, il y a la relation humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mène des négociations, ça fait plus de 2 ans et demi que je suis sur mon poste, je mène des négociations avec des gens que je connais. Donc avec lesquels, de toute façon, je travaille en parallèle. Ou bien souvent, il y a déjà un respect mutuel dans le travail. Donc c'est quand même aussi l'occasion d'être en contact avec des personnes vis-à-vis desquelles je n'ai pas forcément d'appréhension. Et voilà, on a un but commun aussi bien souvent dans les négociations, on reste dans le domaine de l'humanitaire, on reste sur le fait d'apporter une aide à des personnes dans le besoin. C'est un petit peu notre ligne directrice commune, donc l'aboutissement de la négociation, il est vraiment plaisant parce qu'on sait que voilà, c'est le début de quelque chose qui va être beaucoup plus concret derrière. Et puis je trouve qu'intellectuellement, oui, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans la négociation. Ça permet parfois quand même de développer un certain nombre de connaissances techniques et puis c'est une source de réflexion aussi. Souvent ça entraîne aussi plus tard des recherches complémentaires pour au fur et à mesure d'être mieux armé. Et finalement, ce qui est plaisant, c'est que maintenant, très souvent, je vais à des négociations sans les appréhender vraiment comme des négociations difficiles et sans même mettre le mot de négociation dessus. Il y a des choses maintenant que je connais, que je maîtrise et qui se déroulent bien, donc les choses avancent. La négociation, c'est une étape. Donc avant la négociation, on était à un certain niveau. Après la négociation, on a fait un pas de plus lorsqu'elle est réussie. Donc c'est aussi... Concrètement, c'est des étapes qui sont visibles, sur lesquelles on peut se prévaloir d'avoir avancé et d'être allé de l'avant. Voilà. Merci. Merci. Je pense que ça devrait aller.